Préparez-vous parce que là, toutes les informations vont arriver. Alors, Lilith empêche l'équipage de Chapeau de Paille de décoller, disant que si Venujuro les attaque en plein vol, la vitesse diminuera et, et le bateau n'atteindra pas la mer. Ils ne peuvent pas décoller si Venujuro est toujours sur le chemin. Soudain, Atlas apparaît et frappe Lilith, la rendant inconsciente. L'attaque d'Atlas a écrasé Lilith dans le sol du Sunny. Donc voilà les gars, donc l'apparition d'Atlas, donc voilà, on en avait parlé déjà dans le précédent chapitre. Là, il y a juste un petit truc, et si j'ai le droit de faire une petite critique sur One Piece, il y a un truc qui va pas et qui correspond pas, c'est la vitesse de déplacement. Pour moi, là, Atlas, elle a rejoint le Sunny tellement rapidement, alors que je sais pas, Sanji, comment il a mis longtemps à emmener Vegapunk jusque là-bas, jusqu'au bateau d'Elbaf, comment Luffy il a mis trop longtemps à parcourir l'île, donc Luffy, je veux bien. Luffy s'est expliqué parce qu'il y avait les géants. Il pouvait pas y aller tout seul avec ses boots là et partir comme ça. Ça, ok, je veux bien. Sanji, par contre, les boots, elles auraient pu l'aider à aller beaucoup plus vite. Surtout que c'est censé être l'homme le plus rapide de l'équipage. Donc, vous voyez déjà tout ce qui est en train de se tramer en tâche de fond, en termes de distance et tout. On perd un petit peu de cohérence, mais bon, on va dire que la maîtrise d'Atlas est beaucoup plus maîtrisée, etc., etc. Mais malheureusement, il y a des choses qui sont pas, qui sont un peu moins logiques. C'est la seule critique que je vais me permettre ce soir sur le chapitre. Mais en tout cas, Atlas a bel et bien atteint le bateau de Luffy, le bateau de Luffy, le Sunny, avec le groupe de Nami, avec Usopp, Robin, etc. Et du coup, Atlas frappe Lilith dans la tête, donc elle a vraiment attaqué Lilith pour la rendre inconsciente. Du coup, on comprend facilement, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, que Atlas peut, peut permettre à Lilith de s'échapper via le fait qu'elle est inconsciente et par extension que le côté inconscient désactive la connexion qu'il y a entre le satellite et le Punk Records. Donc quand on prend ça en compte, on a des informations sur le fait que potentiellement d'autres personnes, comme je l'ai déjà dit, Edison, qui pourrait être déjà mort, ce qui est le plus logique, mais qui pourrait être tout simplement inconscient. C'est aussi possible, parce qu'on ne l'a pas vu être détruit comme tous les autres Vegapunk, y compris Atlas, qu'on va voir très prochainement. Alors, on a Atlas éteint alors un dispositif sur la tête de Lilith. Elle touche la tête de Lilith, on entend un clic. York le remarque. Donc voilà, il y a une espèce de puce à l'arrière de la tête qui permet de désactiver un Vegapunk. Donc ça doit être une puce qui doit ressembler un petit peu à la puce que Kuma avait. C'était pas une puce d'autodestruction du coup, mais c'était une puce d'annulation de sa conscience, quoi, qui permet de l'éteindre. Mais je pense que pour Lilith, c'est pas comme pour Kuma, c'est que temporaire. Alors que pour Kuma, je pense que c'était définitif. Ensuite, on a York. Le signal de Lilith a disparu, il ne reste plus qu'Atlas. Donc voilà, on a donc encore un Vegapunk de perdu, en tout cas du côté de York. Dans la tête de York, on a encore perdu un Vegapunk. Et il en reste plus qu'un logiquement, d'après ses informations personnelles. Donc Atlas parle avec Nami et les autres. Donc Atlas dit s'il vous plaît, occupez-vous de Lilith. Je vais éliminer votre obstacle. Et du coup, Venujuro court vers le Thousand Sunny, mais Atlas vole et l'attrape. Venujuro tranche un de ses bras, mais elle l'attrape quand même. Puis Atlas utilise ses Dome Shoes et son jetpack pour pousser Venujuro hors du chemin, alors que le Thousand Sunny décolle en utilisant le coup de burst sur le rivage d'Egghead. Donc avant d'aller sur le rivage d'Egghead, on va débriefer ça. Donc voilà, on a eu un échange de coups entre Venujuro et Atlas. Venujuro s'est pas laissé faire, mais il n'a pas pu l'empêcher de se faire saisir par Atlas et de se faire emmener dans le ciel pour exploser. On va voir après que ça aura fait quelques dégâts quand même. Et on a donc la révélation sur le fait que Atlas
c'est détruite, entre guillemets, c'est autodétruit. Et justement, c'est quelque chose qui malheureusement devait arriver, c'est quelque chose qu'on avait teasé, c'est quelque chose qui a été réalisé. Donc la mort d'Atlas est bel et bien arrivée, à moins que ce soit une feinte, et qu'elle aussi, elle ait décidé de faire une explosion sans vraiment exploser, d'éteindre le dispositif et potentiellement d'aller fuir. Mais bon, ça, c'est vraiment dans le meilleur des scénarios, je pense vraiment là qu'elle s'est fait exploser pour laisser les Mugiwara s'enfuir. Donc quand on prend ça en compte, pour moi, je pense que personne d'autre peut faire la même chose. C'est-à-dire, je vois pas quelqu'un pouvoir exploser comme ça et se dire que... enfin, je vois pas Oda faire deux fois la même chose en mode doublon, en mode une deuxième personne va exploser et tout. Donc, quand je pense à Emmett, ce qu'il pourrait faire, on verra, mais je pense que c'est pas lié à la destruction, son autodestruction. En tout cas, je l'espère. Sinon, ça fait un petit peu doublon. C'est rare que Oda fasse des choses comme ça. Surtout 2 secondes après l'avoir déjà fait, tu vois. Ça, c'est rare. S'il l'avait déjà fait au début de l'histoire, je veux bien, mais là, c'est très peu probable. Donc il y a quelque chose qui se trame et qui pourrait être utilisé. Donc peut-être il a une technologie suffisante pour enfermer, affaiblir ou blesser réellement les Tenryubito, mais je sais pas. Je sais pas. D'ailleurs, pour les personnes qui pensaient que les Tenryubito venaient du siècle oublié, là ça se confirme de plus en plus parce que Atlas n'a pas réagi du tout aux Tenryubito. En mode, s'il les aurait vus, il aurait dû dire quelque chose en mode ah ouais, c'est vous. Je vous reconnais, vous êtes les ennemis d'il y a 800 ans, etc., etc. Il n'a pas du tout réagi. Il a réagi que à Luffy. Donc, pour moi, il y a pas de... ils n'étaient pas là pendant le siècle oublié. Ou en tout cas, pas sous cette forme, pas à la tête du pays et pas en mode combattant. Peut-être c'était des enfants, peut-être... Il y a des possibilités, mais pour moi, c'est encore une preuve qu'il faisait pas partie. Pour moi, il n'y a que Im-sama pour l'instant qui a été révélé comme étant du siècle oublié. Par contre, ils ont minimum 200 ans. Ça pour moi, c'est avéré. Donc voilà, on continue. Donc on a... sur le rivage d'Egghead. Donc voilà, on reprend. Emmett parle à Luffy, il est très excité de voir le robot. Donc c'est Luffy qui est très excité de voir le robot. Emmett dit « Je suis ravi de te revoir, Joy Boy. » Luffy est confus et regarde autour de lui pour savoir qui lui parle. Emmett a une drôle de réaction. Emmett, c'est à toi que je parle. Allez, continue. Ton ennemi est mon ennemi. Je suis heureux de pouvoir me battre à nouveau pour toi, Joy Boy. Luffy, incroyable, tu peux donc parler. Emmett, Joy Boy est en danger. Je vais le protéger. Dory ordonne à son équipage de se préparer à prendre la mer. Brogy demande à Luffy si cette chose est l'un des leurs, pardon. Et Luffy, il a dit qu'il allait protéger le gars de Joy Boy. Qui est-ce? Le gars de Joy Boy, je pense que vous voulez dire. Qui est-ce? Donc, on a donc une discussion entre le robot et Luffy. Je pense que ce sera mieux dans le chapitre, là. Du coup, on a Emmett qui prend position dans la guerre, c'est-à-dire qu'il a reconnu Luffy, donc, enfin Joy Boy, la réincarnation de Joy Boy, donc il a décidé d'aller combattre pour lui. Il fait pas la différence entre Joy Boy et Luffy, un peu comme Zunisha. Et du coup, ce qui est cool, c'est que maintenant, on a donc un nouvel allié qui va permettre, je pense, de fuir. J'ai très peu, il y a très peu de chances pour moi qu'il puisse s'enfuir de l'île, mais je garde encore espoir. Je pense qu'il y a moyen qu'il puisse s'enfuir, malgré ce qui va se passer après. En tout cas, on a vraiment Emmett qui parle de protéger Luffy, qui parle de ennemi commun, mais aussi du fait qu'il était sous ses ordres d'une certaine manière. Donc on a vraiment l'impression qu'il faisait partie de l'équipage de Joy Boy. Surtout que si Joy Boy était un géant ou pas loin d'un géant, un boucanier par exemple, il devait avoir un gros bateau qui pouvait l'accueillir, tu vois. Donc, quand je prends ça en compte, je me dis, peut-être que finalement, on a quelqu'un capable de faire partie carrément de l'équipage de Venujuro. Salut mon ref, c'est Big Daddy H, wesh Big Daddy H, comment tu vas? Merci d'avoir rejoint la team, bienvenue à toi.
Installe-toi bien, on est qu'au milieu là, de l'analyse des spoils et on va continuer tranquillement pour terminer. Hein. Je pense ouais, il nous reste encore tout ça. Donc voilà, on va reprendre. Voilà, Emmett, Joy Boy, deux personnes qui sont en train de discuter d'une potentielle attaque. Emmett qui a pris position en mode il va protéger Luffy. Ça va être assez sympa, je pense. Donc je trouve ça trop bien. Et malheureusement, on n'a pas plus d'informations maintenant, mais de toute façon, on fera une petite analyse à la fin quand on aura toutes les informations dites dans le chapitre. Donc voilà. C'est parti. Son équipage à prendre la mer. Ok. Ensuite, on a Jupiter qui charge le robot. Emmett lève son bras gauche. D'ailleurs, j'ai pas réagi au fait qu'on n'a rien entendu. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a parlé dans ce chapitre. Il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment le côté G, mais pas que. Il y a aussi le côté comment il s'appelle c'est pas les G, mais c'est j'ai perdu le nom carrément. La voix de toute chose, voilà, les G et la voix de toute chose. Donc là, on a un chapitre 3 qui révèle des révélations par rapport aux G, mais aussi par rapport à la voix de toute chose, ce qui me semble un petit peu spécial, qui me semble un petit peu, je dirais pas illogique, mais je me pose des questions de savoir pourquoi Oda aurait forcément mis les deux dans le chapitre, donc des révélations sur les deux. On a eu deux fois, on a parlé plusieurs fois des G, mais surtout deux fois de la voix de toute chose. Donc là, on aurait potentiellement l'utilisation de la voix de toute chose avec le fait qu'il puisse parler via télépathie ou quelque chose qui ressemble. Et on a aussi, et peut-être que les Gorosei eux-mêmes utilisent la voix de toute chose, et peut-être que c'était pas du tout lié à un pouvoir, et que c'est comme ça qu'ils communiquent. C'est vrai que par exemple Zunesha etc sont capables de le faire malgré la distance qui séparait Zunesha de Momonosuke ou de Luffy, et là pareil ils pouvaient le faire malgré la distance qui séparait de Marijoa et d'Egghead. Donc est-ce que la voix de toute chose est possible plutôt à être utilisée par les G, voire plus, peut-être. Mais justement, là, on a beaucoup d'interprétations au niveau de la voix de toute chose. C'est un peu bizarre. J'ai hâte de le voir dans le chapitre parce qu'on aura peut-être des révélations par rapport à tout ça. Donc, on continue. Juste rajouter un peu de lumière. Parce que du coup, voilà. On continue, les gars. Alors, Jupiter. Donc, Jupiter charge le robot, Emmett lève son bras gauche et s'apprête à lancer une attaque. Mais à cause de son corps trop vieux, l'attaque ne sort pas. Luffy, Sanji et Franky sont très déçus. Donc ça, voilà, petit running gag. Hein. Malgré le chapitre, les running gags sont quand même présents. Tu vois, il y aura quand même des moments de tension, des moments dangereux et aussi des moments un petit peu running gag. Donc ça va être marrant. J'ai hâte de voir le chapitre. Jupiter mord une partie du corps d'Emmett. L'un de ses bras est complètement dévoré. Emmett utilise son autre bras pour retenir Jupiter, mais Saturne saute sur Jupiter puis sur le navire d'Elbaf. Saturne regarde Kuma et Bonnie. Donc voilà, déjà juste le fait que Saturne regarde Kuma et Bonnie, ça va être compliqué. Je pense que Saturne va vouloir réparer entre guillemets son erreur, faire en sorte que Bonnie soit tuée et que Kuma ne puisse pas s'enfuir. Et je pense qu'il y a moyen que Kuma se sacrifie pour que... Là, ça va vraiment être l'arc du sacrifice. Je pense que Kuma va se sacrifier pour que Bonnie reste en vie. C'est possible si Sanji et Luffy n'arrivent pas à faire le taf. Mais bon, je pense qu'avec un peu de chance, Sanji, Luffy, si vraiment on perd encore quelqu'un alors qu'il y a Sanji et Luffy et que Saturne, pour moi, c'est clairement que frère les Mugiwara, franchement, une prestation minable, franchement. Minable, parce que là, ça fait beaucoup. Déjà, ils arrivent même pas à s'enfuir, c'est compliqué. En plus de ça, il y a le robot qui donne son bras, etc., mais ils arrivent quand même pas à s'enfuir. Et en plus de ça, ils se font carrément aborder par Saturne. Et malgré tout ça, ils arrivent toujours pas à s'enfuir. À un moment, les gars, va falloir fuir réellement. Hein. Là, je trouve que ça commence à être... ça commence à faire beaucoup. Et je me demande s'ils vont réellement s'enfuir au final. Parce que là, on a beaucoup trop de pertes pour le nombre de sacrifices qui a été fait. On a encore Atlas, on a potentiellement d'autres personnes. On a vu par exemple Stussy, le robot géant.
tous les autres Vegapunk, je veux dire par exemple Edison, etc., qui s'est sacrifié en traversant le dôme. On a vraiment beaucoup trop de sacrifices. Le Stella qui est mort, le corps physique de Vegapunk quand même. Donc malgré tous ces sacrifices, on n'arrive pas à s'enfuir. Moi je trouve ça ouf. Je trouve que là, au niveau pertes, on a plus de pertes contre là, les Gorosei qu'à Wano. C'est un truc de ouf. On a plus de pertes que pendant une guerre, tu vois, qui rassemble l'un des équipages les plus forts du monde, y compris Kaido, l'homme, la créature même la plus forte du monde. Et là, on a plus de pertes ici. C'est colossal, hein. C'est colossal. Donc, à voir comment ça va se terminer, mais j'espère qu'on en a fini avec les pertes, hein. Déjà, le robot géant, je donne pas cher de sa peau. Alors, si en plus de ça, on doit perdre Kuma, et en plus de ça, on doit perdre potentiellement Bonnie, peut-être elle va se faire capturer, je sais pas, tu vois. Le petit regard là me fait penser qu'il va se passer quelque chose. Surtout s'ils l'ont mentionné, c'est que la case doit prendre un peu de place et que on peut avoir peur de ce qui pourrait arriver. Donc, on continue. Saturne regarde donc Kuba et Bonnie. Sanji voit le Sunny depuis le bateau d'Elbaf. Venujuro frappe Atlas. Donc voilà, le combat un petit peu entre Atlas et Venujuro et le fait que Atlas l'emmène dans les airs, on peut le voir d'après les leakers depuis le Sunny. Et Sanji, je pense qu'il assiste entre guillemets à la scène. C'est pour ça que la phrase a été liée. Donc Venujuro qui dit: je ne m'attendais pas à ce que tu te sacrifies. Atlas, non. C'est ce qu'on appelle un service. Puis Atlas se fait exploser et la moitié du visage de Venujuro est arraché. Dans la double page finale du chapitre, nous pouvons voir différentes scènes pendant que le message de Vegapunk continue. Donc voilà, on aura une scène gigantesque. Je pense que c'est la fin du tome, étant donné le caractère, on va dire, physique, on va dire, au niveau de l'analyse complète du chapitre, le nombre de pages et le fait qu'on finit sur une double page avec le message de Vegapunk, des scènes de tout Egghead, j'ai l'impression que c'est la fin d'un tome et que là, le prochain chapitre, ce sera un nouveau tome. Donc potentiellement qu'on en a fini avec Egghead, on va voir ensemble, mais je vous réponds très prochainement par rapport à tout ça, dans la vidéo là tout à l'heure. Donc, Vegapunk, j'aurais aimé avoir plus de temps pour faire mes recherches, mais il y a ceux que l'on peut déjà plus arrêter. Il y a 25 ans, le pirate Goldie Roger et son équipage ont enfin fait le tour du monde. Un exploit jamais réalisé auparavant. Le Thousand Sunny vole vers la mer. Il est proche du navire d'Elbaf. Usopp et Chopper appellent Atlas. Les pirates au chapeau de paille. Nous pouvons atteindre la mer. Donc voilà, ils crient, nous pouvons atteindre la mer. Usopp, bon sang Atlas, tu ne peux pas faire ça. Donc on a la réaction donc, des Mugiwara qui sont sur le Thousand Sunny, qui volent jusqu'à la mer. On voit aussi que Atlas s'est fait exploser et que du coup, que Usopp réagit, même je pense que tous les autres vont être un petit peu dégoûtés de savoir que quelqu'un s'est encore sacrifié pour les sauver. Alors que c'était le contraire, c'était censé eux qui étaient censés venir pour sauver les Vegapunk, et malheureusement, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Donc, on a justement ce petit côté, ouais, j'ai envie de dire ce petit côté triste sur le fait qu'on perd un petit peu un Vegapunk, mais aussi le côté heureux où on arrive enfin à atteindre la mer et pouvoir entamer la fuite de l'île. Donc voilà, c'est pas fini parce que voilà. On va voir donc les York réagir. Donc York dit aux 5 doyens que le signal d'Atlas a disparu. Donc York dit: maintenant le seul Vegapunk dans ce monde, c'est moi. Venujuro avec la moitié de son visage détruit: non, pas encore. Et je sais pas pourquoi il dit non, pas encore. Je sais pas pourquoi il dit non, pas encore. Peut-être que lui, il a senti qu'il restait encore l'élite. Peut-être qu'il a vu la scène et qu'elle est juste évanouie et qu'il veut pas les laisser s'enfuir. Saturne, cette Stella qui n'arrête pas de parler. Je pense que Stella, ça veut dire ce satellite plutôt, qui n'arrête pas de parler. Jupiter, bien sûr. Valkyrie, nous allons y mettre fin immédiatement. Donc là, on a plein de phrases qui n'ont pas l'air d'être cohérentes les unes avec les autres, mais je pense qu'on aura beaucoup plus de cohérence quand le chapitre sortira. Je pense que c'est une erreur de traduction, hein, mais ça devrait le faire. On comprend que potentiellement Saturne, Jupiter et Valkyrie peut-être vont s'attaquer à York et l'empêcher de vivre, ou potentiellement remarquer que l'élite est toujours en vie et du coup ils vont essayer de la tuer une bonne fois pour toutes. Alors Jupiter et Valkyrie
foncent ensemble sur Emmett pour arrêter la diffusion. Emmett est devant eux. Beaucoup de fumée sort de son bras cassé. Emmett dit « Oh, je suis pourri. Alors c'est le bon moment dont tu parlais de Joey Boy. Alors je vais l'utiliser maintenant. » Donc on a donc la fameuse case dont je parlais ultérieurement par rapport à Emmett, je crois que c'était dans les précédentes vidéos où je vous disais justement qu'il avait une mission à accomplir. Je crois que je vous l'avais même dit dans la précédente vidéo. Et justement qu'il ne pouvait pas mourir tant que sa mission n'était pas accomplie, vu que c'était une transmission de volonté via Joey Boy, via le passé, le futur, etc. Tant qu'il ne le faisait pas, il ne pouvait pas mourir. Et là, on dirait qu'il va utiliser cette chose. Donc, est-ce que ça va lui coûter la vie? Je pense que c'est pas impossible. Est-ce que potentiellement il pourrait survivre? Il y a des chances, mais en fait là, le fait qu'il ait perdu son bras, etc., je pense que ça va être compliqué pour lui de survivre, même si j'ai encore un espoir par rapport à ça. Alors, dans l'avant-dernière planche du chapitre, on voit Vegapunk parler à l'émission, donc parler de l'émission ou parler via l'émission. Vegapunk, Zaza, donc je sais pas, Smoke Zaza, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas il y a marqué Zaza, ce qui veut dire qu'ils ont déjà entendu la voix non modifiée du passé. En d'autres termes, je crois que vous l'avez tous remarqué, c'est ce que je crois qu'il se passera dans le futur du monde. À Impel Down, la dernière image du chapitre, les prisonniers sont surpris par la dernière partie du message de Vegapunk. Le prisonnier. Quoi, il a dit quoi? Il a dit Goldie. Donc voilà, et voilà, ça se termine sur ça les spoils, et là ils disent que le chapitre contient 19 pages pour la première fois depuis quelques années. Donc voilà pour les spoils, on en a enfin terminé avec tout ça, donc il y a énormément d'informations, et justement ce qui est plutôt pas mal, ce qui est plutôt cool, c'est que malgré toutes les informations qu'on a, on a quand même plein d'informations qui ont été tronquées, qui ont été coupées. Pourquoi? Par exemple, quand on voit à la fin du message qu'il y a marqué Goldie Roger, mais qu'on n'a pas eu la phrase de Vegapunk qui dit, ça veut dire qu'il y a encore énormément d'informations qu'on n'a pas. Donc demain sera le jour où justement tout sortira en scan, et ça va être pas mal. Donc début d'après-midi, normalement, avec un peu de chance, hein, même 15h, on aura justement le chapitre, et ce sera un des gros chapitres. Je pense que c'est le dernier chapitre du tome. C'est pour ça que il est plus long, et c'est aussi pour ça que la dernière page est aussi spectaculaire, avec énormément d'événements qui va un petit peu résumer tout ce qui s'est passé tout au long du tome 1. On a vu donc le message, hein, potentiellement la fin du message. On a vu aussi énormément de choses comme toutes les scènes qui vont être regroupées, hein, la partie de l'équipage qui est sur l'île, la partie de l'équipage qui est dans le bateau d'Elbaf, les Grossets d'un côté, Emmett, etc. Tout s'est convergé en une seule page, et tout se termine là maintenant. Donc je pense qu'on n'en a pas fini avec ça. Donc j'ai hâte de voir la mission que Emmett réserve, mais potentiellement qui peut... je sais pas, déclencher son jetpack, prendre le navire et partir, ce qui n'est pas impossible, peut-être prendre les 2 navires et partir. Peut-être va-t-il lancer un rayon laser, vraiment un rayon laser bien plus puissant que ceux maîtrisés par Vegapunk, qui pourrait anéantir partiellement les Gorosei, ce qui n'est pas impossible du tout. Et sinon, on pourrait carrément, je pense... avoir quelque chose de complètement différent, qui s'apparente pas à un sacrifice, qui pourrait être pas mal, ce qui permettrait au robot de pouvoir s'enfuir. Ça, c'est une possibilité, mais qui commence à devenir de moins en moins probable. Donc, let's go, on va passer à l'analyse